Bonjour à tous, bienvenue pour ce Digitalk 3e édition. Bienvenue à vous deux. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur de vous recevoir. On est ensemble pour une petite trentaine, quarantaine de minutes pour discuter autour des sujets d'actualité. J'ai sélectionné quelques sujets. On va parler d'une grande actualité qu'on a connue cet été dans notre secteur en informatique, d'une panne mondiale. Vous savez peut-être déjà de quoi je commence à parler, mais voilà, on va parler principalement de ça et puis de quelques tours d'actualité que j'ai sélectionnés, comme on a l'habitude de faire. Avant ça, je propose rapidement juste de se présenter. On commence? Ouais, vas-y. Allez. Donc, je m'appelle Omar, j'ai commencé chez LTTech en décembre 2023 et je suis en mission depuis février 2024 chez un client qui est dans l'énergie et plus précisément dans le nucléaire. C'est Shaima. Je suis chez LTTech depuis un an. Voilà, j'ai commencé avec eux depuis septembre 2023 aussi. Et j'étais sur 2 missions sur le secteur public, voilà, service public. Ok. Tous les deux du coup dans des sujets qui vont un petit peu concerner les sujets d'actualité qu'on va aborder aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai invité ici. Vous avez l'occasion de pouvoir un petit peu nous partager votre expérience, vos expériences chez nos clients, mais également dans votre quotidien aussi de professionnel sur le secteur. Donc je l'ai un peu teasé au début et vous avez certainement, vous savez très bien de quoi on va parler, mais et je pense que nos auditeurs ont compris, mais je voulais revenir un petit peu à froid sur la panne qu'on a connue en juillet dernier, le 19 juillet précisément, vendredi 19 juillet, la panne mondiale qu'on a connue dans les systèmes informatiques de Microsoft, enfin en tout cas qu'on associe à Microsoft, mais on va voir que c'est pas forcément les fautifs. Alors, je pense que la plupart le savent, parce que c'est vraiment une actualité qui a fait le tour du monde. Mais on va l'analyser un petit peu plus en détail, et j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. J'ai quelques infos aussi, peut-être que le monsieur tout le monde n'a peut-être pas relevé, donc on va essayer d'aborder ça et le commenter. Je fais un petit rappel des lieux d'abord avant d'en parler, de donner vos avis, qu'on puisse un petit peu discuter de tout ça. Donc vendredi 19 juillet, en pleine période estivale, problème mondial, panne mondiale sur beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de PC, sous l'OS, donc du coup Windows. Pas que des PC, des serveurs aussi, donc une panne qui paralyse énormément de services. Aéroports paralysés, trains immobilisés, on a vu des gares, on a vu des hôpitaux gelés aussi, avoir de gros problèmes, des chaînes de télé s'interrompre, ou en tout cas décaler un petit peu leur live, des banques aussi en panne, en tout cas certains services bancaires en panne, bref, beaucoup de secteurs touchés, et forcément beaucoup d'utilisateurs finaux concernés, peut-être nous, à moindre mesure, les quelques services qui marchaient pas, heureusement je prenais pas l'avion à ce moment-là, où je me déplaçais pas, et donc du coup j'avais pas connu ça, mais voilà, pour qu'on ait une panne qui atteigne jusqu'à ces services, c'est quelque chose d'assez conséquent. En fait, c'est pas Windows le problème, ça tout le monde l'avait un petit peu noté, c'est CrowdStrike qui est derrière vraiment l'incident. CrowdStrike, c'est donc du coup un logiciel qui est détenu par la société Falcon. C'est un logiciel qu'on appelle communément aujourd'hui EDR, donc pour Endpoint Detection and Response. C'est un peu l'évolution aujourd'hui, vous allez vous corriger après si vous avez des choses à ajouter, mais c'est un peu l'évolution des antivirus d'aujourd'hui, enfin en tout cas la tendance des antivirus d'aujourd'hui, avec une capacité à pouvoir intervenir sur les couches basses de nos machines, notamment donc sur le noyau de l'OS, avec la capacité de pouvoir enregistrer des journaux de log pour pouvoir vraiment intervenir en fait profondément sur les tentatives de corruption. C'est ce qui aussi a mené du coup le problème, puisque c'est cet accès un peu étendu et profond sur les machines qui a causé, en quelque sorte, en tout cas qui a rendu possible la panne, parce que on va le voir, mais évidemment pas, c'est toujours à la fin une erreur humaine, et là c'est clairement une erreur humaine qui est à l'origine. Et donc du coup, c'est le composant qu'on appelle Falcon Sensor sur le logiciel qui a posé problème parce que tout simplement une mise à jour corrompue qui a été lancée ce jour-là et qui a fait crasher le pilote au démarrage. Donc du coup, un boot en boucle, un démarrage en boucle sur le fameux blue screen, l'écran bleu de la mort de Windows.
la plupart du temps, ces EDR, ils sont configurés de manière un peu automatique, enfin en tout cas en mise à jour automatique sur les périphériques, sur les utilisateurs finaux, pour justement un peu forcer les mises à jour et essayer d'être le plus prévenant possible sur les attaques et sur les problèmes. Mais c'est aussi du coup ce qui a posé problème, encore une fois, c'est à vouloir voilà, avoir cette automatisation et vouloir absolument barricader un petit peu et se prémunir du repoussement des utilisateurs qui repoussent les mises à jour que le problème a été généré. Il y avait un correctif qui avait été rapidement déployé, hein. C'est une panne qui a duré plusieurs heures, même plusieurs jours pour certains services. Le correctif qui avait été déployé très rapidement, malheureusement nécessitait une intervention manuelle, humaine. C'est pour ça que ça a duré plusieurs jours, parce qu'il fallait passer derrière chaque ordinateur pour pouvoir appliquer la bonne mise à jour et permettre le reboot, puisqu'il fallait un droit administrateur, comme là justement le service, le logiciel. C'est pour ça que l'impact a été très fort. En quelques chiffres très rapides, et on va en discuter, on va détailler après tout ça, mais c'est une perte de 20 points à la bourse pour l'entreprise. J'imagine bien. Fait suite à l'ouverture, évidemment une perte de confiance du marché. Tout le monde a entendu parler de CrowdStrike. Vous évidemment, vous connaissiez certainement de noms comme moi. Mais là, tout le monde, c'est vraiment voilà, l'utilisateur lambda qui n'est pas forcément adepte d'informatique, qui a entendu parler de CrowdStrike, normal. Il y a un très gros bad buzz. Il faut rendre des comptes. Exactement, et rendre des comptes. Et c'est sur ça qu'on va un petit peu parler. C'est bien que tu dis chacun, mais là on est 2 mois et demi après. C'est bien de pouvoir réagir fort. On a eu beaucoup d'articles, certainement que moi, et quand un petit peu de tous ceux qui nous écoutent, on a vu beaucoup de choses passer quelques jours après pour expliquer ce que je viens de dire en quelques mots, mais très peu finalement de retour à froid aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est 2 mois et demi après? On va le voir ensemble. Déjà, avant de discuter, d'aller un peu plus en détail de tout ça, vous, quand vous avez vu ça, dans quelle situation, dans quelle position vous étiez? C'était une journée de travail, j'imagine, pour vous, si vous n'étiez pas en congé pendant cette période. Comment vous avez appris et quel était votre regard sur le sujet? Alors moi de mon côté, j'étais pas en congé, j'étais en journée de travail. J'ai appris ça tout d'abord sur internet, logiquement, avant d'en parler dans l'entreprise. J'aurais pensé que l'impact aurait été beaucoup plus significatif, sachant que chez mon client Windows, ça a une prédominance assez grosse. Vous avez été impacté? Justement, j'en ai pas entendu parler. Okay. Donc je sais pas en fait si on a été chanceux, ou bien si en haut ils ont été très réactifs, ou bien si justement on n'a pas été sur la bonne version. Peut-être la version la plus ancienne. Peut-être. Parce que ceux qui ont la version la plus ancienne n'ont pas été impactés. Je saurais pas dire, mais je pense que c'est ça. Parce que dans le nucléaire, c'est des données assez sensibles. Donc il y a des évolutions qui se font, mais qui se font avec certaines frictions et donc forcément un certain temps. Donc je pense que c'est ça, j'ai pas la réponse. 2 mois et demi après, pas encore. Mais non, pas d'impact de mon côté. Okay. Moi j'étais en congé. Ok, donc tu l'as vu tranquillement quand tu étais un côté. Je savais pas, j'avais aucune idée, mais bon, le lendemain c'était mon vol. Je vais à un voyage. Du coup, mon père m'a appelé, m'a dit c'est aujourd'hui ton vol? Je lui ai dit non. Il m'a dit c'est le chaos à l'aéroport et tout. Donc, Et le lendemain, ça allait? Ouais. Ok. C'était déjà résolu pour les services critiques comme justement les aéroports et les hôpitaux, ça avait été très rapidement réglé. Heureusement, parce que généralement, évidemment, dans ces milieux, dans ces secteurs-là, il y a une astreinte qui est mise en place par les équipes informatiques et donc du coup, ils ont évidemment pu réagir très rapidement. C'est plus dans les plus petites entreprises ou les secteurs peut-être un peu moins réactifs où ça a pris quelques jours. Mais la compagnie aérienne avec laquelle j'allais voyager, c'était à Tunisair. Ouais. Elle n'a pas été impactée parce qu'elle n'utilise pas la plus récente version. Voilà, donc c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'était la seule qui n'était pas impactée par ça. Positivement à cause de leur retard du coup, pour une fois que c'est dans ce sens-là, pas même. C'est justement ce que je voulais aborder, puisque ironiquement c'est par les entreprises donc, du coup spécialisées en cybersécurité, donc prévenir un petit peu les attaques et ce genre de panne, hein, puisqu'une attaque peut amener à une panne évidemment, lorsque le service est interrompu et coupé. Là du coup ironiquement c'est une panne mondiale.
déjà, donc, du coup, avoir un regard un peu extérieur. Moi j'étais aussi en journée de travail, donc je l'ai appris assez rapidement. Ça a été assez rapidement sur voilà, les réseaux et on a rapidement parlé dans les équipes. Je me rendais pas compte à ce moment-là, mais c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, avec du recul, je me rappelle pas avoir connu une panne aussi, une intensité telle et aussi mondiale en tout cas, parce que là, quand on fait le dézoom un petit peu, c'est absolument dans le monde entier, et surtout sur des services ultra critiques. Il n'y a pas eu de dégâts finalement, j'ai pas entendu non plus d'hôpitaux qui ont été vraiment grandement touchés à cause de ça, ou qu'il n'y a pas eu de répercussions immenses. Quand on n'a pas trop entendu parler, je pense que les entreprises n'ont pas trop communiqué sur ça s'il y a vraiment. Peut-être au niveau des données qui ont été sur sur peut-être. Ouais, s'il n'y a pas eu des sauvegardes qui ont été faites, forcément. Ouais. Peut-être. Moi j'aurais même pensé que pendant cette période-là, c'est justement une période un peu favorable à des attaques. Oui. Justement, ironiquement. Mais même ça, avec du recul, un mois et demi après, j'ai fait des recherches pour en discuter aujourd'hui. Et j'ai pas eu l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui a vraiment souffert. En tout cas, qui a vraiment eu la perte est colossale parce que c'est une perte sèche de revenus pour les services qui sont en service continu et qui ont besoin justement de fonctionner en continu. Comme ça, il y en a certaines qui n'ont pas fonctionné pendant plusieurs heures, donc forcément c'est une perte sèche et nette de chiffre d'affaires, mais en tout cas voilà, pas d'incidence. Dans le domaine de transport, parce que... Complètement, bien sûr, complètement. Là, c'est des retards, c'est des indemnisations, j'imagine, qui ont été causées. Mais voilà, en tout cas, ça s'arrête là, et pas de problème plus profond comme justement les attaques suite à cette panne ou la désorganisation vraiment dans les entreprises. Je pense aussi ce qui a fait que ça n'a pas été aussi grave que ça, c'est que la solution pour remédier à ça était assez simple de ce que j'ai compris. Je dis peut-être des bêtises, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait lancer Windows en mode sans échec et supprimer un certain fichier. J'ai pas le nom en tête. Mais après. Mais oui, la remédiation se faisait assez facilement, du moins si on avait les droits de nous. C'est ce que je disais, assez facilement, mais manuellement quand même. Il fallait quand même un minimum derrière chaque PC qui passe derrière chaque machine et chaque PC. Si une entreprise était touchée par plus d'une dizaine, vingtaine, trentaine de machines, ça peut durer, et c'est ce qui s'est passé. On n'a pas réagi sur ça, mais une mise à jour le vendredi. Vous savez, on ne fait pas ça. Non, on ne fait pas ça. C'est pratique. Donc même ça déjà c'est étonnant. Ouais. C'est d'autant plus étonnant que CrowdStrike est une entreprise pour le coup, même si pas connue, pas forcément très connue du grand public ou des personnes qui ne sont pas dans le secteur vraiment, à part de nom peut-être, mais ça restait une entreprise, sérieuse qui est quand même intervenue sur des sujets importants entre 2010 et 2015 notamment au niveau mondial, donc c'est d'autant plus étonnant. De ce que j'ai compris, il y a Windows qui mettait des certifications pour les produits qu'il utilisait. Et donc de ce que j'ai compris, en fait, le driver de CrowdStrike était certifié Windows. Et en fait, le problème, ça venait d'un fichier de configuration qui était à côté et qui lui n'était pas certifié Windows. De ce que j'ai compris, arrêtez-moi si je dis des bêtises. Et donc en fait, le driver, ok, mais c'était le fichier de configuration qui était ingéré associé par le driver associé qui posait problème. De ce que j'ai compris. Ouais, et puis surtout, alors on va en discuter un peu après, mais le problème que ça soulève, c'est aussi les droits en fait octroyés à des partenaires de Microsoft qui sont validés par Microsoft, donc qui ne sont pas de Microsoft, qui ont peut-être des accès en fait trop étendus. En tout cas, c'est ce qui a été un petit peu aujourd'hui en question. 2 mois et demi après, c'est vraiment le sujet actuel. On en parle à la fin, mais avant ça, je voulais juste revenir sur quelques chiffres, quelques données. Vous allez me dire votre avis là-dessus. Microsoft annonce un peu plus de 8,5 millions de machines, de PC, de serveurs touchées, affectées, paralysées. Alors affectées, c'est pas paralysées, mais en tout cas affectées par la panne. Moi, quand j'ai entendu ça et que j'ai vu ce chiffre, je me suis dit, en fait, finalement, ça va. Parce que le regard du potentiel, ça me paraissait beaucoup plus étendu, beaucoup plus gros. Mais en même temps, c'est un chiffre qui est communiqué par Microsoft. On n'est pas sûr que ce soit peut-être toutes les données totales récoltées. Je pense même qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas forcément fait l'état des lieux ou quoi. Donc, il me paraît très faible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Pour une panne mondiale, 8 millions, ça me paraît faible aussi. Après, ça dépend de ce qu'ils entendent par machine affectée, en réalité. Donc, oui, à voir. Ouais. Je pense que, évidemment,
logiquement se dire que si ça a concerné autant de machines, enfin de PC à jour, je pense qu'on peut être sur un chiffre un peu plus élevé. Et peut-être il y en a des autres qui utilisent des anciennes versions, et il y en a des autres qui utilisent Linux peut-être. Des 8,5 millions de machines qui sont à jour, ça me paraît pas beaucoup. J'espère que c'est pas d'accord. Donc bon, voilà, encore une fois, c'est des chiffres qui sont communiqués, peut-être qu'ils sont un peu. C'est peut-être la fourchette très basse du chiffre réel, ou en tout cas. Ça dépend aussi derrière le terme affecté, mais voilà, évidemment, ce chiffre finalement fait un peu relativiser, mais on peut se questionner dessus. En termes d'historique, par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on fait un peu le flashback sur les derniers sujets un peu comme ça qu'on a connus, de Pan Ninja, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus gros spam de l'histoire de l'informatique? C'est ce qui se dit un peu quand on cherche, quand on regarde. Que vous avez connu en tout cas. Du moins, on n'est pas loin en tout cas. Moi, celle que j'ai connue, oui. Moi, j'ai pas connu l'autre. Ouais, peut-être que le bug de l'an 2000. Même pas. Non, je sais pas. Non, je pense pas, parce qu'il était très prévisible. Oui. On en avait beaucoup parlé pour le coup, et bon là c'était que de l'ordatage, donc Ouais. c'était très Pour une panne qui touche le monde entier, je pense que c'est la première fois. Pas une erreur humaine, hein. On rappelle que c'est peut-être l'erreur d'une personne, enfin d'une petite équipe qui intervient, sans plus de manière un peu indirecte, puisque c'était pas directement Microsoft, mais non. Non, mais effectivement, en tout cas, l'un des plus gros bugs de l'histoire de l'informatique, ça c'est clair. Oui. Pour l'analyse finale. Déjà aussi parce que c'était mondial, hein, et que de manière uniforme, c'est rare qu'il y ait une mise à jour qui soit déployée sur absolument l'ensemble du parc mondial. C'est vraiment déjà très rare, donc c'est un peu de par cet effet-là que ça paraît être une des plus grosses pannes de l'histoire à ce niveau-là. Et donc du coup on disait, mais ce qui est insolite en fait, c'est que si on voulait être sauvé de cette panne, en tout cas ceux qui ont pu être sauvés de cette panne, c'est ceux qui étaient en retard. Les à jour, voire même, parce que vous avez parlé de versions, mais je pense même que les versions un peu antérieures étaient touchées. Ouais. C'est vraiment les OS qui étaient très en retard, voire même qui étaient carrément plus dans les mises à jour officielles de Windows, donc qui étaient en fait plus recommandées, hein, parce que on se répète, quand Windows abandonne un OS trop ancien, comme Windows 95 pour le coup, qui est un des derniers qui sont abandonnés, il est conseillé justement de ne plus l'utiliser et de passer sur une version qui est toujours prise en charge par les mises à jour. Je pense qu'on parle vraiment de ces OS-là, on parle vraiment d'un très gros retard. Donc si on n'a pas été touché parce qu'on était en retard, c'est pas bien non plus. Parce que c'est vraiment quand vous êtes trop en retard et que c'est pas une bonne nouvelle. Mais pour le coup, ils n'ont pas été touchés, et c'est ce parc-là, donc on parle beaucoup de Windows 95 notamment. Je pense qu'il y avait deux versions. Il y avait le 95, il y a une autre, je pense 3. Je sais pas pour les sûr. serveurs. Ouais. Pour la partie serveur, certainement. Ouais. Qui ont été immunisés, mais là, je crois que c'était aussi concerné. Et puis après, donc, tu disais, Omar, toi, vous n'avez pas été touché. Ici non plus, hein, d'ailleurs, au siège Accenture de mémoire, de ce que j'étais un peu renseigné, on n'a pas vraiment connu le sujet de la panne. En fait, c'est aussi, là aussi, on le disait tout à l'heure, mais CrowdStrike intervient sur les couches basses, et à condition qu'on lui laisse l'autorisation et qu'on lui permette automatiquement d'octroyer ses mises à jour. De base, c'était un des paramètres de base pour les équipes qui sont le plus en confiance sur l'outil, mais c'est pas obligatoire. Et donc, du coup, si l'outil n'intervient pas de manière automatique, on a pu désactiver cette partie-là. Les entreprises ont été aussi du coup épargnées, et c'est pour ça que ça n'a pas non plus touché l'absolue totalité du parc, certainement. Donc il fallait quand même avoir cette petite autonomie au niveau de l'automatisation, comme quoi on a beau faire confiance parfois des entités et des entreprises qui ont la bonne conscience d'intervenir dessus, mais c'est pas toujours l'idéal. Mais voilà pour les grandes infos. Je voulais aussi revenir du coup 2 mois après, conclusion sur le sujet. Qu'est-ce qui se passe pour CrowdStrike? Est-ce qu'il y a eu un communiqué dessus?
tu nous disais, on en parlait un petit peu en off, toi, tu les as vus communiquer sur le sujet? Ouais, de ce que j'ai vu, ils avaient communiqué sur les raisons du crash, plus en détail. Donc c'était un document assez gros. Ouais. J'ai fait une analyse post-mortem. Exactement. Donc je crois que c'était publié il y a 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça, c'est assez récent. Et de ce que j'ai compris, moi en tout cas, c'est qu'en fait le fichier de configuration justement, dont je parlais qui était ingéré par le driver, il cherchait 21 champs, alors qu'en fait sur le PC il y avait 20 champs. Donc il bouclait, sauf que le 21e il le connaissait pas vu qu'il n'existait pas, et du coup ça faisait une erreur out of memory, et du coup ça crachait. Et en fait vu que CrowdStrike c'était exécuté en mode de kernel, je sais pas exactement comment c'est, mais que les plus hauts privilèges, les mêmes privilèges que Windows, et que vu que ça ne s'exécutait pas, Windows juste après ne s'était pas exécuté. Et donc en fait si CrowdStrike ne s'exécutait pas, Windows ne s'exécutait pas, et donc tout le reste. Et bah c'est justement sur cette partie-là, pour avoir aussi un petit peu fait des recherches, alors j'avais pas vu ce document, mais c'est top, on mettra peut-être le lien justement pour ceux que ça intéresse d'aller voir en profondeur pour l'analyse post-mortem. De ce que j'ai vu, c'est aussi l'annonce plutôt qui a été faite plus au niveau global, justement notamment par le vice-président, déjà des excuses qui sont arrivées assez tard, parce que tout le monde s'était un peu étonné qu'il y avait eu une communication très rapide pour dire on a un patch, c'est solutionné, allez-y pour pouvoir le faire, même si c'est manuel, il fallait le faire. Ça avait été dit, mais pas vraiment d'excuses et en fait finalement un petit peu sous le tapis. Ça avait quand même fait beaucoup réagir dans la communauté et c'était assez étonnant. 2 mois et demi après, finalement, il y a eu ces excuses, notamment du vice-président, il me semble, qui a pris la parole pour s'excuser auprès des institutions. Devant le Congrès américain d'ailleurs, et surtout des engagements. Et donc là on touche un peu à la partie qui dérange et qui pique un peu, c'est justement ces privilèges qui sont octroyés à des partenaires finalement d'un OS comme Microsoft, d'un constructeur comme Microsoft. Et donc du coup, ça remet un peu en question cette partie. Microsoft a évoqué de retirer les accès justement ce genre de partenaires aux couches basses finalement de son OS. Ils disent les partenaires. Ils disent pas les partenaires. Ils disent pas CrowdStrike. Donc c'est un peu la sanction générale finalement causée par. C'est un peu comme le membre de la classe qui n'a pas fait son devoir et qui du coup pénalise toute la classe, c'est un peu ça. Je sais que c'était pas les seuls. Il y a aussi, je sais pas si vous connaissez Valorant, le jeu. Bien sûr. Ils ont un système d'anti-cheat pour vérifier que les personnes. Comme beaucoup de jeux. Oui, exactement. Et en fait, c'est un système qui s'appelle Vanguard. Je sais pas si tu connais ou si tu connais. Ouais, c'est sur d'autres jeux aussi. Ouais. Alors, je sais, anti-triche, c'est pour juste donner un peu de contexte. C'est un jeu en ligne compétitif. Donc, il y a des compétitions, il y a de l'argent en jeu et il y a des équipes professionnelles, etc. Donc, c'est un peu l'engagement pour anti-triche pour justement rendre ça plus sérieux. Et justement, Vanguard, de ce que j'ai vu, a confirmé, mais ça a aussi les accès kernel. Donc, ça pose aussi, ça étend la question à tous les autres logiciels qui sont sur le marché. Et ouais, ça pose beaucoup de questions, forcément. Est-ce qu'on le laisse? Est-ce que c'est pour le bien? Est-ce que finalement, c'est pas aussi laisser une porte à ce genre de panne? Là, on en a la preuve, c'est le cas, c'est possible. Et puis une est toujours faisable, toujours possible, toujours envisageable, même quand on est une entreprise aussi sérieuse que ça, avec une équipe de chercheurs derrière, encore une fois, je reviens sur ça, mais c'est vrai qu'on n'aurait pas pu imaginer qu'une telle erreur puisse être commise, mais ça peut toujours arriver. Le fait que ça peut toujours arriver, et là on en a eu la preuve. Pensez à l'équipe, pauvre équipe qui a causé cette... Exactement. Ouais. C'est tout de suite ce que j'ai pensé. Je pense que c'est tout de suite la réaction qu'on a pu avoir entre nous dans le milieu avec nos collègues. C'est de penser à cette pauvre personne, cette pauvre équipe, parce que c'est peut-être pas qu'une personne, mais il y a quand même quelques personnes, une poignée de personnes qui ont été à l'origine et qui ont dû vraiment, je pense que là, ils sont en train de chercher du travail actuellement. Ils sont ailleurs, ces gens. Mais ouais, on proposait que se mettre à la place de ces personnes, ça peut nous arriver. Des niveaux moindres. Ça arrive dans le monde informatique, ça arrive. Bien sûr. À des niveaux moindres, c'est ça aussi peut-être la fonction de l'ingénieur. Faut que fais gaffe. Je te souhaite pas. Mais bon, effectivement, ça peut causer quand même des risques.
ça nous rappelle à chaque fois que même si on travaille sur des ordinateurs, ça peut paraître parfois très moins concret que sur d'autres métiers, ça peut avoir des impacts très concrets dans le monde réel et sur l'impact du quotidien des gens. Donc c'est une bonne conclusion. Si. Ouais, ce qui m'avait quand même surpris, c'est que je pensais que les déploiements de ce genre de choses avec Windows c'était fait par petits lots. Par exemple, on déploie d'abord sur 10%, puis ensuite, si on voit que c'est bon, on déploie pour tout. Tu sais de me le dire, je l'ai oublié dans ma conclusion, mais c'est exactement aussi les. Je parlais des réactions, des décisions qui ont été prises à la suite de ça, et donc du coup des droits qui vont peut-être être remis en question. Et ça aussi, là pour le coup, c'est Cranstra qui a déclaré ne plus faire de mise à jour globale. Et ça, mais ça paraît quand même évident. Ouais, je pensais que c'était le cas. Ouais, voilà, effectivement, on se dit tous, mais c'était pas le cas déjà, complètement. Et ouais, effectivement, ça c'est déjà une des premières réactions, c'est déjà de se dire faire des silos, ça paraît déjà plus logique, et comme ça on teste sur un petit groupe et on déploie au fur et à mesure, on n'est pas on n'est pas à la minute près pour déployer sur, aux heures près pour déployer sur l'ensemble du parc mondial. Donc ça c'est aussi une des réactions qu'ils ont données. Et bon, c'est presque, quand je l'ai lu, je me suis presque dit, oula, je sais pas si c'est une bonne chose de faire ça, parce que ça paraît assez logique, et c'est quand même bizarre que ce soit pas déjà là. En tout cas, ils m'ont dit aujourd'hui, mais un coup pas, même si un gros bad buzz, de moi et demi, on en parle encore après, je pense qu'on va encore en parler longtemps jusqu'à la prochaine grande panne, mais celle-là, pour qu'elle soit détruite, il va en falloir. On a, je pense, pas mal fait le tour sur cette info. Ouais. J'avais sélectionné quelques autres actualités qu'on a peut-être déjà un petit peu abordées dans les précédents opus et qu'on va suivre aujourd'hui. Nous, on s'intéresse, vous le savez, dans la communauté, beaucoup à ce qui peut changer notre métier demain, à ce qui peut changer les technologies sur lesquelles on travaille, les environnements sur lesquels on travaille. Et quelque chose qui pourrait peut-être un petit peu changer la donne, qui est en train de se faire, ça fait déjà depuis juin 2022, donc on en a déjà parlé, c'est l'avancée des clouds de confiance français, européens, avec notamment des co-entreprises. Il y a eu des nouvelles ce mois-ci, au mois dernier, sur Sens, qui est le cloud de confiance initié par Thales et Google notamment. Qui a donc du coup dépassé un premier jalon de l'ANSSI, c'était quelque chose depuis un moment, pour passer à l'étape 2 et dans la phase finale du projet, pour valider leur candidature en fait. Et donc du coup, c'est un formulaire qui devait être validé avec beaucoup d'étapes à respecter, des critères pour avoir l'obtention de la qualification SecNumCloud. Et puis surtout une date qui a plus ou moins été annoncée. Alors, officiellement, en tout cas, c'était déclaré, mais on verra si ça va être respecté parce que en préparant ce point il y a déjà quelques semaines, quelques mois, ça me paraissait plus loin, mais là ça me paraît proche et je ne vois pas d'autres infos, mais ce serait pour début décembre, une initiation pour les premiers clients début décembre. Ok, très proche. Je ne sais pas si ça va être respecté, mais bon, en tout cas, ça a quand même le temps de donner la tendance. Et donc on devrait être pas très loin déjà d'avoir une première version test de ces environnements et de ce cloud de confiance. Tout ça vient en concurrence d'un autre qui a été initié par une autre grande entreprise du marché français, Orange et Capgemini, qui veulent lancer leur écosystème aussi cloud de confiance, pareil sur les mêmes attributs et en concurrence, donc du coup direct. C'est le premier français? Non, il y avait évidemment le cloud qui avait boulé, qui avait un data center qui avait boulé dans les. Scaleway? Non. Français? Ça commence par O, je crois. On le mettra après. OVH. OVH. Ouais. OVH. Oui, qui était déjà, mais qui n'est pas certifié cloud de confiance, puisque pas les certifications d'ANSSI, pour le coup. Donc ouais, dans cette dimension-là. On mettra des checks de ce qu'on se dit si on se trompe sur quelques éléments, mais en tout cas voilà dans les grandes. Qu'est-ce que ça peut changer pour vous dans le paysage français et dans l'utilisation de nos outils? Est-ce que il y a 2 ans et demi, je sais que c'était un sujet qui a animé les débats, on en parlait beaucoup, on en parlait même, les politiques en parlaient, je sais que le fait d'avoir un club de confiance français ou au moins européen était très 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 important, très attendu dans la course concurrentielle avec notamment les Américains, mais pas que,
c'est une cloud Alibaba chez moi qui marche beaucoup. C'était un vrai enjeu. J'ai l'impression que ça a été un peu moins, enfin, beaucoup moins en tout cas dans la sphère hors IT. Ouais. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que ça vient pas un peu tard? Est-ce qu'on est toujours dans la course si ça devait arriver? Je sais pas si tu veux commencer. Je te laisse. Moi, je sais qu'il y a un vrai besoin. Je sais que les critères souvent pour les personnes avant de migrer en cloud, c'est un, le coût, forcément, et deux, la sécurité. Donc je pense que la demande est là. Maintenant, du côté de mon client, vu qu'on est dans le nucléaire, je pense que même si c'est un cloud français, ce ne sera pas adapté. Je ne m'avance pas trop, mais ouais, c'est quand même des données assez critiques. Ok, donc on a fait tout ça pour rien, c'est ça? Dans le nucléaire, vraiment. Mais oui, le besoin est là. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, il y a les gros AWS, GCP et Azure. Et c'est vrai qu'on est un peu soumis à la législation américaine. Alors moi je t'arrête parce que du coup de ce que je sais, en tout cas si on suit un petit peu les ambitions de ce genre d'entreprise, en tout cas de travaux, c'est vraiment de pouvoir proposer un cloud de confiance au niveau des institutions françaises et au niveau de ce genre de secteur critique qui doit l'être, parce que je le rappelle, mais vous le savez certainement, un AWS aux États-Unis héberge les données de services gouvernementaux, si je dis pas de bêtises, du FBI ou enfin, ce genre de services gouvernementaux très critiques. Donc eux, pour le coup, c'est leur cloud de confiance et il n'y a pas de problème avec ça. Donc c'est vrai que c'est étonnant ce que tu aies cet avis-là, parce que eux, pour le coup, je crois que c'est leur positionnement de pouvoir dire ok, aujourd'hui, une entreprise critique française pourra travailler ou en tout cas héberger ses données sur un cloud comme celui-ci. Mais toi, tu crois, même avec ça, tu crois pas? Je suis assez modéré. Ouais. Je peux aussi confier en toi. Ça m'étonne pas. On a tellement cru. Je pense qu'il est fait pour ça, déjà pour sécuriser, pour les données confidentielles et tout propre. Bien sûr. On rappelle, parce que en fait, finalement, pourquoi c'est un enjeu aujourd'hui d'avoir un cloud de confiance déjà pour en fait bénéficier de l'importance et de la puissance de ce que le cloud permet, en tout cas la scalabilité que le cloud permet, et tout simplement la puissance de déploiement, la puissance d'innovation, d'optimisation que peut permettre un cloud de confiance. Pour le coup, si on en fait vraiment, si on y croit vraiment et qu'on a vraiment confiance, normalement ça peut nous permettre quand même de démultiplier un petit peu sa partie innovation technologique dans ces secteurs-là. C'est pour ça que c'est un vrai enjeu, qu'on en parle autant et que c'est des entreprises comme celle-ci, aussi sérieuses que ça, qui entreprennent tous ces efforts. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Après, c'est parce que mon avis, je sors de quelques petites discussions que j'ai eues auprès du client. Après, peut-être que tout le monde n'est pas du même avis. Mais c'est ce qui était un peu ressorti. On était un peu modéré quand même. Je te dis ça pour donner la confiance. Au fond de moi, j'ai aussi quelques réticences. On est encore une fois, on a tellement cru et c'est tellement un enjeu majeur et j'ai tellement l'impression on a tellement l'impression finalement que c'est pas envisageable que même avec toutes ces déclarations et là avec les jalons qui avancent, on se pose toujours la question et mine de rien ça aura quand même pris un peu de temps parce qu'on avait annoncé tout ça en juin 2022, on avait parlé l'année dernière, début de l'année dernière. On a qu'un jalon validé entre temps. Des fois on se demande ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Pourquoi ça prend tant de temps? Bon, au final on y arrive, mais c'est vrai qu'on peut encore se poser des questions. Et bien hâte en tout cas de voir la suite. On en discutera peut-être autour d'un prochain point avec vous ou avec d'autres, certainement nous en tout cas en off c'est sûr. Mais voilà, en tout cas hâte de voir la suite. On parle beaucoup d'infra, on parle beaucoup de parties Ops pour le coup. Je rappelle, Shaima, tu as plus une casquette applicative. En tout cas, tu travailles plus sur cette partie-là. Vous savez, dans la communauté, je le dis aussi pour ceux qui nous écoutent, mais on a cette tendance, en tout cas cette volonté de pouvoir justement avoir une communauté qui rallie vraiment les deux hémisphères, en tout cas dans notre communauté, de pouvoir un petit peu se mettre en relation les uns avec les autres. On se nourrit de tout ça, c'est très important, justement pour aller dans le sens de la marche. Quand je dis le sens de la marche, c'est évidemment le principe, la culture DevOps qui prend plus ou moins de place. Ça a pris beaucoup de place depuis quelques années, ça le prend un peu moins. Il y a quelques entreprises qui reviennent un peu à des organisations
plus standard, moins DevOps. Après, y être passé. Cependant, il y a en préparant ce point, une petite info très factuelle, mais du vice-président de l'infrastructure et de l'ingénierie DevOps au sein du Nasdaq, qui a déclaré dans une conférence DPE, Developer Productive Engineering, que pour améliorer justement la productivité, de manière globale, dans une entreprise, il fallait aider les ops, donc les humains, à penser comme des devs, une telle échelle. Ça faisait longtemps qu'il y avait eu une déclaration comme ça qui est aussi élémentaire, parce que c'est en 2008. C'était tellement évident qu'on avait un peu oublié, et comme je vous disais, moi ce que je constate de par nos clients, mais peut-être vous aussi dans votre expérience de tous les jours, qu'on est un peu revenu en arrière, donc c'est peut-être un peu moins d'importance. Aujourd'hui, on a de nouveau une déclaration comme celle-ci, qui va bien un peu mettre de l'eau dans vos bains et qui reprend un petit peu les fondamentaux, les éléments de base en fait, du DevOps qu'on avait initié. Quel est votre avis là-dessus? Ça m'intéresse. Je peux t'aider. Principalement, j'avais un moment qui peut aider. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui nous écoutent, c'est peut-être pas vraiment, qui peut-être voient pas, pour qui c'est pas évident, la différence de mindset, de façon de penser entre vous deux, je caricature bien sûr, mais c'est de la même manière, c'est pas la question, mais en tout cas de manière de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on dit ça, plutôt schéma? Qu'est-ce que tu en penses? Non, pour moi, je pense chacun a son périmètre, donc on peut pas forcer les ops à réfléchir, à penser comme les devs, donc, ou l'inverse. Donc, finalement, on réagit, on pense presque de la même manière parce que c'est la logique qui est en jeu. Voilà. Ça, pas trop d'accord. moi, je pense que c'est bien justement si les ops et les devs aient un peu la même philosophie entre grosses guillemets. C'est pas ce qu'on dit. Là, la déclaration, c'est que les ops pensent comme des devs. C'est pas que les devs pensent comme des ops. C'est pour ça que je voulais en parler et mettre ça au milieu de vous deux. C'est vraiment que toi, tu t'adaptes et que tu penses comme un dev. Tu t'adaptes à moi. Ça veut dire que c'est eux leur donner à eux qu'on donne le privilège de donner le bon mindset, quoi, finalement. Oui, bien sûr. Oui, mais oui, je suis assez d'accord avec la déclaration qui a été citée. C'est Amado Gramajo, je sais pas si Peut-être dans la manière de travailler, l'automatisation peut-être, l'agilité, le review de code, la centralisation aussi. La centralisation de code source, peut-être c'est ça. Ouais, moi je le vois comme ça. C'est pour ça que je voulais vous demander, moi aussi, pour le coup, avoir un peu travaillé dans les deux et avoir vu à un niveau, je suis complètement d'accord avec ce genre de déclaration. Même si je le dis comme ça, c'est pour ça que d'ailleurs c'est pour ça qu'elle a fait un peu mouvement et un peu du bruit et qu'on parle aujourd'hui, c'est parce que comme ça c'est un peu maladroit. Mais dans le fond, c'est évidemment les équipes de développeurs qui se sont agilisées le plus tôt dans le monde de l'informatique par des besoins d'innovation, de productivité, de concurrence surtout, qu'on n'a pas forcément fait nous. Je dis nous, parce que moi je suis plus côté infra, mais je l'ai fait, il n'y a pas de plan, mais côté infra, on est plus dans une stabilité, dans cette partie-là, c'est ça qu'on consolide, tandis que sur la partie dev, il y a vraiment eu cette volonté d'innovation très rapide et qui a nourri en fait finalement cette philosophie. Et même pour le changement du profil, c'est plus facile de changer du dev au DevOps que du DevOps au dev. Je pense, je suis d'accord. Je suis en partie d'accord aussi, mais ce que je pense aussi, ce que la déclaration ne dit pas, en tout cas c'est le symptôme derrière cette déclaration, c'est que c'est aussi peut-être un peu plus difficile pour les équipes infra, ops, de travailler comme des devs plutôt que l'inverse. C'est ce que je veux dire. Ouais. Bah oui, effectivement, parce que ça demande une énergie qui est différente, qu'on a connue beaucoup plus tôt culturellement dans le monde applicatif, dans le monde du dev, par la concurrence, encore une fois, etc., que le monde de l'infra. Et donc du coup, il y a moins cette notion-là, et encore aujourd'hui, en 2024, on en vient à redire ça. Ça veut bien dire que finalement, on a beaucoup progressé. C'est ce qui était censé apporter la culture DevOps, on est d'accord. Et au final, on est toujours encore un petit peu à devoir rappeler cette partie-là, et rappeler que c'est important finalement que ce soit les ops qui aillent vraiment vers cette démarche.
pour essayer d'améliorer, parce que encore une fois, les déclarations de base c'est pour améliorer la productivité, soit pour être les meilleurs. Bien sûr. Juste parler de productivité, et ça, sur ça, on est bien d'accord. À condition d'avoir les critères de sécurité, etc. Et de pas faire justement ce genre d'erreur, de faire des mises à jour trop rapides et de zapper les aspects sécurité. Ce sera peut-être la communauté de Nazim chez ALD qui en parlera mieux que nous sur l'aspect DevSecOps. Donc en fait, moi je rajouterais, en fait, oui, je suis d'accord, monsieur Ramajo, à condition de ne pas justement zapper ces critères de sécurité et cette partie sécurité dans le processus DevOps. Bien sûr, après pour moi, ce que j'entendais, ce que j'ai compris aussi de la déclaration, c'est justement d'automatiser ces tests de vulnérabilité et de sécurité à partir des processus, mais pour l'infrastructure cette fois. Exactement, oui, bien sûr. Oui, c'est clair. C'est clair, je pense qu'il y a aussi un peu de ça dans la déclaration. Et c'est pour ça, j'espère. C'est très bien, tu as raison, tu fais bien de le préciser, mais c'est pour ça que c'est dit comme ça, sans contexte, et c'est comme ça manque un peu. Du coup, effectivement, quand on dit tout ça, maintenant ça paraît logique. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord une fois qu'on a dit tout ça. Mais la déclaration toute seule. C'est bien de réfléchir comme des devs, quoi, vous êtes énervés. Non, je suis d'accord. C'est pas nous, hein, c'est la communauté qui avait réagi et qui avait les boucliers. Qu'est-ce que c'est que cette déclaration, mais non, effectivement, dans le fond, une fois qu'on a dit tout ça, je pense que ça peut qu'être positif et bon pour les entreprises qui ont adopté ça. Encore une fois, on revient à des états, enfin des entreprises qui reviennent un peu en arrière, donc parce que justement, peut-être que tout ça n'a pas été compris comme ça. Ouais, moi je pense que le mot DevOps ça a été un peu enfin ces derniers temps un peu un buzzword entre guillemets, un mot à la mode. En fait, aujourd'hui, qui était DevOps, mais en fait, ça dépend des besoins du client. C'est plutôt le client définit ce qu'est le DevOps plutôt que l'inverse, j'ai l'impression. Tout à fait. Aujourd'hui, un DevOps, c'est quelqu'un qui met en place des processus d'automatisation et qui tout simplement fluidifie le déploiement. Mais chez un autre client, ce serait quelqu'un qui va déployer l'infrastructure. Chez un autre client, c'est quelqu'un qui va vérifier la fiabilité de l'infrastructure et sa sécurité. Donc c'est vrai que maintenant, c'était un peu, enfin de mon sentiment, c'est un peu un fourre-tout et en fait, au final, maintenant même les DevOps se perdent dans mes yeux. Même les devs, ok, vas-y. Ouais, bien sûr, mais pour le coup, en étant dans le monde du conseil avec Accenture, on le voit aussi chez nos clients, la définition du terme DevOps d'un client à un autre est complètement différente. Bon, et en fait, c'est la réalité du marché qui fait ça. Par exemple, aujourd'hui, les clients ils exigent parfois la partie DevOps avec la partie Dev. Oui, bien sûr. Ouais. On est d'accord. On arrive un petit peu au bout, j'avais juste pour terminer, et là on va réagir de manière peut-être un peu plus rapide sur quelques termes que j'avais analysés. Justement, on va pas faire. Je voulais parler un petit peu d'IA, c'est là aussi cette besoin. C'est bon. On va pas trop avoir le temps, et c'est pas grave, on en parlera peut-être sur un prochain point. Notamment sur les. Je tease un peu pour la prochaine fois, mais sur comment l'IA change les processus d'automatisation au niveau du DevOps. Sur cette partie-là, je me suis amusé du coup à interroger l'IA lui-même sur cette partie-là, sur cette question. Okay. Les termes qui reviennent, je vais les citer, vous allez dire si vous êtes d'accord, si vous en voyez d'autres, etc. Mais donc du coup, on en a un petit peu parlé, mais le premier terme, c'est justement la partie sécurité. Et du coup intégrer la partie sécurité à la partie DevOps, donc le DevSecOps finalement. Ça me paraît évident, en plus avec l'actualité communautaire dans le début de discussion, ça a évidemment beaucoup de sens. Bien sûr. L'hybridation, j'ai été donné de ce terme, c'est le deuxième terme qui revient. Enfin le deuxième, je ne sais pas si c'est en ordre d'importance, mais en tout cas c'est dans la liste le deuxième. Donc l'hybridation multi-cloud, le fait de pouvoir travailler non pas avec une seule entreprise cloud, en tout cas un seul constructeur cloud, mais avec plusieurs. Donc cloud provider, chercher le terme, pardon. Ça, je pense que ça peut être intéressant, surtout au niveau des backups. Ouais. De mon avis. Bien sûr. Ouais, c'est au niveau backup, au niveau des pannes, au niveau de tout ce genre d'incidents et de problèmes. Un troisième. Ça aurait pu aider dans ce poste. Ouais.
Et encore, si finalement, si chaque cloud provider utilise la même version de Microsoft, finalement, mais évidemment, oui, sur des pannes un peu différentes, celle-ci, ça peut avoir un impact. Troisième terme, c'est un terme qui a intéressé d'avoir ton ami Romain, c'est chercher si tu l'as connu, mais un terme qui revient de plus en plus, c'est GitOps, pour l'association du principe de Git, donc la collaboration du développement, en quelques mots, et l'automatisation de l'infrastructure. En tout cas là, et là on revient un peu à la déclaration initiale. C'est exactement ça. C'est ça en fait, c'est intervenir sur l'infra dans une méthodologie dev. C'est ça. En fait, moi, comment est-ce que je le comprends, c'est ne plus déployer l'infra à la main avec des processus, mais avec du code. Donc il y a des outils qui sont faits pour ça, qui s'appellent Infrastructure as Code, IAC. Donc le plus connu là auquel je pense c'était avant, concrètement. Et ouais, donc en fait, au lieu que chacun ait son propre Terraform et qu'il fasse ses changements, et puis au final ça peut effacer les changements qui ont déjà été faits parce qu'on n'a pas la même version, etc. En fait, comme on faisait avant, et comme c'est encore aujourd'hui, en fait c'est centraliser justement tout le code Terraform, donc en soi c'est infrastructure, dans un dépôt Git, pour lequel le dépôt Git en fait c'est le seul utiliseur de vérité, entre guillemets, même si j'ai mal. Exactement. Et en fait tous les déploiements de l'infrastructure se font par des pipelines qui sont en fait dans le Git. Donc en fait maintenant c'est plus pour avoir une cohérence au niveau de l'infrastructure, pour pas que n'importe qui ait sa propre version, et aussi au niveau des sécurités. Si par exemple moi j'ai mon code Terraform et que quelqu'un d'autre a le sien, déjà on peut pas, c'est pas dit qu'on ait la même version, mais c'est pas dit aussi qu'on ait fait les mêmes tests de vulnérabilité et de sécurité de l'infra. Donc en fait ça sert juste à tout regrouper et tout faire passer dans un pipe unique et aussi éviter les problèmes de version. Voilà pour l'idée. Depuis qu'on elle me regarde, il me vraiment l'âge de pierre, un truc qu'on fait tous les années, évidemment. Donc c'est dans le sens de la déclaration, c'est finalement, ça date à des principes qui ont déjà été mis en place depuis un moment dans la partie applicative et chez les développeurs notamment. C'est ça a cassé la barrière en fait qu'il n'y a pas que les devs qui peuvent faire des commits, mais aussi les ops. C'est de la manière dont vous travaillez, moi non, c'est tout nouveau le DevOps, donc on n'est pas encore là. Merci. Ouais, ça demande beaucoup de changements. Ah bah oui. C'est changer toute l'infra, la façon dont a été pensée même parfois l'infra, ça prend du temps. Je te confirme. Et enfin, j'avais un dernier terme que j'ai noté, il y en avait plusieurs encore, mais un qui m'a vraiment sur lequel je voulais revenir, parce que c'est un terme que j'avais, pour être honnête, encore jamais entendu, mais qui me paraît logique maintenant, un peu à la manière du no-code ou du low-code qu'on entend, encore une fois, voilà, ça vient toujours d'abord de la partie applicative qu'on entend il y a quelques temps déjà, depuis maintenant quelques temps, dans ce secteur. Également la partie serverless, qu'on connaît, mais également le terme NoOps, qui est un peu finalement un synonyme. J'ai pas cherché plus loin, j'ai demandé encore une fois la définition, j'ai réussi à obtenir un peu dans des mêmes bases. Et donc du coup le NoOps serait défini par les architectures, donc en fait en grande partie serverless, comme justement Lambda pour AWS ou CloudFunction pour Google, qui permet de déployer des applications sans avoir à gérer les serveurs derrière. Les serveurs sous-jacents. Cette approche optimise évidemment les coûts et les performances tout en réduisant les besoins de gestion opérationnelle, puisque du coup c'est pas de notre gestion de notre ressort, la partie serveur, et donc du coup d'où l'émergence du NoOps qui vise aussi à éliminer maintenant, ça s'ajoute un peu à ce paradigme-là qui est déjà en fait le paradigme serverless, qui vise à éliminer la majorité des opérations manuelles grâce à l'automatisation complète justement du déploiement de serveurs et aussi de la gestion des serveurs. Ouais. C'est bien, ça m'intéresse. Je pensais qu'au début, quand tu parlais de no-code, c'était glisser déposer pour faire ton infra, un peu comme un no-code. Moi aussi, du coup, j'avoue que j'ai pensé à ça, parce que c'est ça en fait finalement no-code. Mais en fait, c'est un peu parce que du coup,
c'est pas du glisser-déposer, parce que Oui. là tu fais pareil quand tu veux par exemple Toute la développer un partie déploiement et pipeline, ça sera automatique. ce ne sera pas géré en tout cas par les autres. En fait, on est plus là. C'est géré par AWS. C'est ce que j'allais dire, est-ce qu'on est plus là oui non, parce que tu es toujours quand même qu'il y ait des personnes qui vont. Oui, bien sûr, oui, c'est de l'homme se cache. Voilà, exactement. C'est un autre, mais c'est comme hier, effectivement. On avait eu le débat sur le dernier talk avec juste Nicolas qui était un développeur pour le coup. On avait parlé d'IA et est-ce que ça remplacerait les références sur le métier. Tout d'avis de dire pas du tout. Mais Toi, tu fais la même chose avec il faudra toujours des personnes derrière quand même pour gérer, peut-être un peu moins en fait. Il y a beaucoup de la productivité ailleurs qui se déplace peut-être finalement. Mais voilà, il y a toujours des équipes finalement derrière pour paramétrer ces automatisations. C'est juste qu'on gagne à la fin toujours en plus. Juste du paramétrage peut-être, Exactement. un truc simple. Ouais. On fait un peu de choses derrière du projet et pouvoir gagner la productivité ailleurs dans les entreprises et aider sur d'autres sujets. Après, ça coûte un peu quand même le serverless. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Il y a. Parce que c'est pour ça que je l'ai donné dans la partie serverless, dans la définition que j'ai eue, c'est optimisation des coûts. Alors c'est vrai. Mais c'est un peu moins de contrôle aussi. Du coup, on est évidemment, voilà, on a moins de contrôle puisque ce ne sont pas nos ressources. Ouais. Mais ça, après, ça dépend aussi du cloud provider, beaucoup d'autres choses. Et du sizing, finalement, la précision du sizing, c'est beaucoup ça. Je n'ai pas le terme anglais, la précision de la taille, finalement, de l'infrastructure. Voilà, est-ce qu'on fait trop ou pas assez par rapport à nous. Je pense avoir fait le tour des éléments que je voulais aborder avec vous. On arrive au bout de ce sujet, de ce talk ensemble, de cette discussion. Merci pour votre présence. C'était très agréable de pouvoir échanger et discuter ensemble. Merci pour vos avis et pour votre expertise éclairée sur ces sujets. À une prochaine fois pour en discuter à la machine à café ou peut-être d'un prochain Digitalk pour revoir ces éléments qu'on va avancer depuis. Totalement. Ok, merci à moi, merci Shema. Merci Adrien. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir.